Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un architecte que j'adore. Si vous m'avez suivi sur Instagram au début de l'année, vous avez dû voir que j'ai passé pas mal de temps en Espagne et notamment à Barcelone, complètement fascinée par Gaudi. Alors du coup, je vous propose qu'on fasse en fait une petite série de quelques épisodes qui vont être dédiés à son travail. Donc dans celui-ci d'épisode, ça va plutôt être sur lui, qui il était, sa démarche, etc. Et ensuite, on aura un autre épisode sur la Casa Vicens, qui en fait est pour moi vraiment la plus belle des maisons de Gaudi. Et d'autres ensuite, notamment sur, je pense, la Sagrada Familia. Et puis voilà, on verra, mais peut-être qu'on s'arrêtera à 3 épisodes. Et c'est marrant parce qu'en fait, avant, le travail de Gaudi ne me touchait pas du tout. Moi, je n'aimais vraiment pas beaucoup, en fait, son travail. Je trouvais que c'était trop, en fait, que ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait une exubérance un peu qui me dérangeait. Une fantaisie aussi esthétique, je crois que je parvenais pas très bien à saisir. Pour moi, il y avait un côté un peu grotesque, un peu vraiment voyage au pays des merveilles, un truc que peut-être je comprenais pas, qui était un peu énigmatique en fait. J'étais un peu passée à côté et je me rends compte aujourd'hui du coup que j'étais complètement en mode premier degré à cette époque-là, sans rien comprendre ni savoir de lui en fait. Et puis aussi, je pense aujourd'hui avec, en tout cas pour moi, un rapport un petit peu aux espaces, aux lieux et surtout à la nature qui a changé. Et donc du coup, je vois aujourd'hui en Gaudi quelque part quelqu'un qui avait une conscience très grande finalement du fait que nous faisons partie du vivant. Tout le monde le dit hein, aujourd'hui, non seulement une crise du vivant qu'on est en train de vivre, mais c'est aussi et surtout une crise de notre rapport au vivant. Alors moi, je sais pas hein, si des spécialistes, des experts ont vraiment analysé le travail de Gaudi au prisme de tout ça. En tout cas, moi là, je vais vous livrer plutôt quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai compris aussi avec des guides à Barcelone, des bâtiments de Gaudi, parce que j'ai à peu près tout visité, je crois en tout cas à Barcelone. Et vraiment, en fait, ce que je ressens, c'est que c'était quelqu'un qui était presque branché vraiment, vous voyez, à quelque chose qui nous dépasse. Il avait des idées, des intuitions, tout était finalement dans sa façon de fonctionner un petit peu en évolution constante en fait. Ses chantiers étaient évolutifs. Il faisait d'ailleurs complètement vriller hein, tous ceux avec lesquels il travaillait parce que, et d'ailleurs on comprend, hein, je pense que c'est infernal un peu de travailler avec quelqu'un qui 3 semaines avant vous dit bah oui on va faire ça et puis le jour où on commence à le faire il dit bah non pas du tout en fait on va plutôt faire autrement. Et donc d'après ce que j'ai compris aussi c'est un sacré personnage avec un caractère vraiment pas facile hein, et vraisemblablement il a dû faire souffrir pas mal de monde dans ses équipes et parmi aussi ses clients d'ailleurs. Mais voilà, ce qu'on disait c'est qu'il était en fait extrêmement libre, que personne vraiment pouvait l'influencer. Quand on regarde l'évolution de sa vie, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'existentiel finalement dans son travail. Mais là encore, c'est très personnel. Hein. Du coup, ce que je vous dis, parce que presque il faut le ressentir, il faut le vivre pour comprendre ce que là je suis en train d'essayer avec nos mots, notre vocabulaire un peu étriqué, de vous partager. Et j'ai senti, quand je visitais ces lieux, que c'était quelqu'un qui les avait pensés et qui obéissait à un seul client. C'était finalement l'harmonie du vivant. C'était la conscience du vivant. Et cette présence, en fait, cette complicité entre l'homme et le vivant, eh bien moi je l'ai ressenti vraiment dans ma chair quand je visitais ces lieux. J'ai l'impression que je suis pas la seule. Et je vous parlerai de la Sagrada Familia là, dans un prochain épisode normalement. Mais alors moi je suis pas religion et c'est pas l'idée là de parler d'une religion ou d'un dogme en fait dans ce podcast. Mais en tout cas c'est un bâtiment, la Sagrada Familia, qui est excessivement connu. Je crois que c'est le bâtiment le plus visité d'Espagne. Donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est genre énorme en fait. Et la dernière fois que moi je l'ai visité, donc c'était au début de l'année. Donc j'y suis allée vraiment voilà, en me disant je vais essayer de ressentir aussi, de comprendre, non pas intellectuellement, mais je suis rentrée un peu dans un mode ok, je suis à l'écoute de ce que je ressens quand je vais traverser ce lieu. Et finalement, je pense que pour celles et ceux qui ont visité la Sagrada, vous voyez un peu ce dont je veux parler, c'est que c'est inédit. C'est rare
de pouvoir voir autant et enfin d'être dans un lieu aussi chargé à plein de niveaux. Et ce qu'on vit quand on est dedans, c'est d'une puissance et d'une force, franchement, que moi, je n'imaginais pas. Enfin, à quel point c'était vraiment un poème à la création, cet endroit. C'est, je sais pas comment vous dire, mais extraordinaire. C'est du jamais vu, en tout cas pour moi. Et les œuvres de Gaudi que j'ai visitées sont vraiment des endroits qui sont, pour moi, une ode à la nature. C'est des endroits où, en fait, on peut avoir des chocs, je trouve, qui sont forts. Donc voilà, on va essayer d'explorer la Sagrada dans un prochain épisode. J'aimerais bien d'ailleurs trouver quelqu'un peut-être francophone pour une interview, rien que sur ça, avec vraiment, alors pas des explications que techniques, hein, mais un espèce de partage sur sa vision globale de ce bâtiment qui est en construction depuis 140 ans. Et ça, rien que ça aussi, je trouve ça complètement dément. Donc voilà, si jamais vous connaissez une personne comme ça, spécialiste de Gaudi de la Sagrada, bah écoutez, faites-moi signe. Dans cet épisode, j'ai envie de partager un petit peu comment je suis passée d'insensible un petit peu à fan absolu de sa posture d'architecte libre et de sa vision vraiment liée, inspirée et intégrée en fait de la nature. Donc Gaudi, c'est un architecte catalan. Il est né en 1852 et il est mort en 1926. Lui, il est fils de chaudronnier, donc il a vraiment le goût de l'artisanat dès l'enfance. Ils sont 4 frères et sœurs, mais enfin voilà, il va traverser malheureusement beaucoup de chagrin dans sa vie et il est le seul de ses frères et sœurs à survivre. Alors je crois que son tout dernier frère décède quand il s'apprête à rentrer dans l'école d'architecture. C'est une famille très simple, avec peu de moyens. Et avant de vous parler en détail de son parcours, il y a une chose à savoir, et vous allez voir que ça a marqué, je pense, du coup, sa conception de la vie, en quoi finalement il est fasciné un peu par la vie, parce que je crois qu'en fait c'est un peu ça quand même si il a eu des étapes un petit peu bizarres, mais à la fin on a l'impression que, enfin il est complètement obsessionnel, mais on a l'impression qu'il est traversé par un truc, quoi. C'est très particulier, je trouve. Et donc peut-être que ça vient aussi du fait que quand il était petit, lui il était atteint d'une maladie qui le faisait énormément souffrir, en fait des sortes de rhumatisme constant, enfin un truc vraiment pas cool. Et donc en fait il loupait beaucoup les classes. Ça l'a vraiment empêché en fait de vivre une vie d'enfant comme les autres. Il n'a pas pu faire beaucoup de sport ni rien, donc il était un peu forcé et contraint de se mettre en mode observation du monde, à être un petit peu en retrait comme ça, patient, à patienter un peu sur le pas de la porte comme ça, pas participer à une dynamique et en revanche être quelque part un peu obligé d'écouter, donc de regarder, de percevoir. Et ça va jamais le quitter. Il a vraiment développé un regard aiguisé sur la vie et ses détails. Et voilà, finalement, à défaut de pouvoir courir partout machin, ce qu'il faisait, c'est qu'au fur et à mesure qu'il arrivait à calmer un petit peu ses douleurs, il pouvait marcher. Et donc, du coup, il marchait beaucoup pour évacuer justement et se défouler un petit peu. Il va, dans ces moments d'échapper comme ça, nourrir son œil. Il emmagasinait tout, en fait. C'était comme une éponge, un buvard un peu. Et alors, assez jeune, donc avant ses études universitaires quelque part, il a, je crois, un professeur qui a remarqué ses qualités mathématiques, etc. en cours et qui va du coup se dire que c'est quelque part un élève un peu peut-être surdoué, ou en tout cas, il voit dans cet enfant un potentiel et il lui propose, je crois, de financer ses études. Et vous allez voir que, en fait, Gaudi a eu la chance de croiser dès son adolescence et après même bien plus tard dans sa vie, comme ça, des bienfaiteurs, en fait, des personnes juste hyper bien intentionnées, des mécènes, des sponsors, en fait, en quelque sorte, qui, le voyant faire et le voyant interagir, tout ça, se sont dit qu'il y avait quelque chose et qu'ils avaient envie, voilà, de l'aider à pouvoir se déployer, explorer ses dons, son talent, etc. Et tout ça dans de bonnes conditions. Donc du coup, voilà, il a été un peu pris sous l'aile de plusieurs personnes. Donc Gaudi a grandi dans un petit village qui s'appelait Reus. Et puis, ils vont partir tenter un peu leur chance à Barcelone. Donc là, je crois que vraiment que ses parents font quand même pas mal d'efforts financiers pour quand même aussi contribuer à ce départ de leurs 2 fils, qui en fait coûtent à l'époque très très cher. Et là, à Barcelone, Gaudi va découvrir la mer.
qui l'inspire énormément, va découvrir voilà, c'est la vie en ville en fait, mais aussi les commerces, le port, les échanges. Et puis, comme il se balade toujours beaucoup, il va découvrir l'architecture, les bâtiments. Donc là, il observe tout, etc. Et à ce moment-là, il sait qu'il veut être architecte. Et en fait, c'est aussi en Espagne le début un peu des écoles d'architecture. Hein. Donc, il inaugure presque en fait quand il rentre à l'école d'archi. C'est un peu le moment où cette institution voit le jour. Ils étaient à peine 12, hein, je crois, par promotion. Et ils avaient du coup un contact un peu direct avec les architectes de prestige de l'époque et tout ça. Donc, mais pour rentrer dans cette école, en fait, il y avait un espèce de concours d'entrée assez dur. Et en fait, pour Gaudi, c'était hyper dur de rentrer un petit peu dans le moule de méthodes éducatives vraiment basées sur la répétition, les concepts abstraits, etc. Mais il s'accroche. Il savait qu'en fait, il fallait qu'il fasse avec ce système, même s'il ne le comprenait pas, et qu'après, ça allait être un peu son ticket pour, une fois son diplôme en poche, pour ensuite vivre une vie beaucoup plus libre. Donc, il réussit à rentrer à l'école d'architecture. Mais il n'est pas vraiment un étudiant modèle. Hein. Vous voyez, il n'est pas très consciencieux, il se lasse vite, en fait, il s'ennuie pas mal en cours, il adhère pas du tout, donc comme je vous disais, à ce formalisme, lui, c'est vraiment complètement un esprit libre, et il n'hésite pas du tout à sécher les cours qui l'intéressent le moins, et il préfère se réfugier à la bibliothèque pour nourrir son insatiable esprit curieux et avide de connaissances. Et donc, c'est à la bibliothèque de son école qu'il consulte beaucoup de photographies, d'illustrations en fait, de monuments très lointains. Et là, il va se fasciner pour plein de pays dans lesquels il a jamais mis les pieds, comme l'Inde, le Japon, l'Égypte. Donc en fait, il va se nourrir comme ça de formes, de techniques aussi vernaculaires de ventilation. Finalement, on a l'impression, là, quand on voit son travail, qu'il a été allé un peu piocher partout, qu'il a fait un énorme voyage, etc. Mais pas du tout. Le territoire dans lequel l'œuvre de Gaudi est présente, elle est quand même très resserrée autour de la Catalogne. Donc il a quasiment pas voyagé en fait, mais ses lectures vont lui procurer comme ça une immense culture visuelle. Le monde sous-marin aussi va beaucoup l'inspirer, notamment tous les romans de Jules Verne, etc. Et alors, du coup, durant ses études d'architecture, il se fait évidemment remarquer pour sa fantaisie, pour son exubérance, sa créativité. Et alors, je pense que peut-être que vous connaissez cette petite anecdote, mais au moment de la cérémonie de remise des diplômes, le directeur de l'école aurait déclaré: je ne sais pas si nous avons décerné un diplôme à un fou ou à un génie, l'histoire nous le dira. Et donc voilà, aujourd'hui on voit à peu près, alors même s'il est hyper décrié, il y a plein de gens qui aiment pas du tout Gaudi en fait, pour lesquels ça résonne pas, qui sont complètement imperméables à son travail, mais il n'empêche que voilà, il a quand même marqué immensément l'architecture dans le monde entier, hein, finalement, parce qu'il a inspiré des tas et des tas et des tas de personnes. Et en fait, quand on regarde un petit peu, même au début de sa jeune carrière, il fait pas vraiment comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a eu de cesse d'inviter dans sa pratique les mathématiques, la physique, la biologie, à dialoguer comme ça en fait avec l'architecture. Donc c'était comme si c'était pas vraiment dit je vais être architecte. Lui, il avait une vision du monde en fait. L'architecture, c'était un petit peu comme le socle, une colonne vertébrale, mais en fait, gravité autour de lui, et il faisait des ponts et des liens avec plein d'autres disciplines. L'artisanat notamment, et en fait, il maîtrisait d'ailleurs lui-même certains artisanats comme la verrerie, la ferronnerie. Alors là aussi, c'était par rapport à l'éducation qu'il avait eue de ses parents. Mais la céramique également l'a fasciné, donc les arts appliqués en fait, mais également la biologie, la botanique. Il est fasciné en fait par l'harmonie des formes qu'il trouve dans la nature. Pour lui, c'est l'émerveillement total. Le beau ne peut être que là-dedans, ne peut être que lié en fait à des formes qui se retrouvent naturellement présentes dans les écosystèmes en fait. C'est un mystère qui semble l'obséder. En fait, ce qui est rare, c'est que finalement, il fait pas que reproduire les formes de la nature dans ses décors, etc. Parce qu'il le fait, en fait. Hein, que si vous allez visiter ces maisons, là, moi, je me rappelle la maison Batlló. Elle est très inspirée par le monde marin. Donc, elle est à Barcelone aussi. Il y a un système tout en haut, quand on va au dernier étage, un système d'aimant, mais qu'il a reproduit dans plein d'endroits, hein, de ventilation, qui est à la fois très beau et super ingénieux au dernier étage. Donc, les puristes doivent connaître tout ça. En fait, ce sont comme des couloirs hyper étroits, avec des murs comme ça qui s'ouvrent
s'ouvrent sur les côtés comme des bronchies de poisson. La forme de ces murs vient former, de ces murs couloirs, vient former comme une courbe en fait au niveau du plafond qui reprend un peu la forme d'une parabole mais bien plus resserrée. Ça a pris le nom d'arc catenaire. C'est un truc assez technique en fait. L'arc catenaire, c'est celui qui n'a pas besoin de contrefort ou d'autres éléments de soutien. Et ça, contrairement à l'arc roman ou à l'arc gothique par exemple. Donc ça, c'est vraiment un truc de Gaudi majeur. Et d'ailleurs, dans les échanges qui ont été retrouvés, documentés un petit peu sur lui, il semblait dire que c'était un peu comme si en fait il copiait, il pompait la nature. Il disait pas vraiment qu'il était à l'origine de cette idée en fait. C'est assez drôle. Et moi je trouve que visuellement, donc formellement, on retrouve la nature, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a ce supplément d'âme en fait. Il y a cette conscience. Je pense qu'avec Gaudi à un autre plan, à un autre niveau. En tout cas moi, c'est comme ça que je perçois son travail. C'est pour ça que je trouve que ces lieux sont des endroits un peu magiques. Je dis ça parce que vraiment quand j'ai visité que ce soit la Casa Balto, la Casa Vicens, la Casa Milo, mais même le parc Güell, etc. C'est une vraie expérience globale en fait, intégrale presque on vit. C'est pas juste des feuillages, des colonnes en forme de tronc d'arbre, etc. Il y a un truc qui vibre, qui nous traverse, je sais pas comment vous dire, et qui est vraiment inédit. Donc c'est pas juste je pompe la nature dans les formes, mais c'est je fais vivre une expérience à des gens qui n'ont rien demandé et qui savent même pas qu'ils vont vivre un truc quand ils vont venir là. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est un truc sensationnel à mon avis. Enfin moi c'est tout à fait personnel, mais et donc du coup je reprends mon petit fil. Quand il obtient en fait son diplôme, lui, il pratique donc beaucoup le dessin quand il est jeune. Ça va jamais le perdre, même si après il va fonctionner plutôt en maquette, mais en gros il aime quand même tout dessiner, les murs, les boiseries, les poignées, mais voilà, jusqu'au bout finalement, les passages intérieurs, extérieurs, la lumière, l'air, enfin tout en fait. Il crée des formes pour des endroits qui sont à la fois fonctionnels, agréables. Pour lui, il n'y a pas vraiment de distinction entre architecture intérieure, design, décoration, enfin voilà, lui, il n'y a pas ça, lui c'est global par essence. Et alors en fait ce qui va le faire connaître du coup pour la petite histoire, c'est que on va lui demander je crois de faire des réverbères pour embellir la Plaza Real là, à Barcelone. Et puis après il y a quelqu'un qui lui demande de faire, donc je crois que c'est une ganterie, une boutique de gants de luxe quoi, qui lui demande de faire une vitrine pour exposer justement leurs produits. Et cette vitrine, elle va être ensuite exposée à Paris, en fait, pour l'exposition universelle en 1878. Et là-bas, en fait, c'est là que tout commence un peu pour lui, parce qu'en fait, cette vitrine se fait repérer par un industriel catalan qui est hyper investi dans la préservation des savoir-faire et de la culture catalane. C'est un monsieur qui s'appelle le monsieur Güell. C'est vraiment un grand mécène de plusieurs artistes, poètes, intellectuels, etc., dont Gaudi. Et finalement, il va un peu sécuriser, lui faire rencontrer plein de gens. Enfin, alors, il a eu beaucoup alors à la fois des maîtres à penser, puis des personnes qui l'ont introduit comme ça. Mais vraiment, voilà, Güell, ça fait partie des personnes très très fondamentales dans la carrière de Gaudi. Et là, il se met un peu au contact de la bourgeoisie catalane, qui va commencer à lui commander du coup des maisons quoi en fait. Je vous parlerai d'ailleurs d'une de ses premières maisons dans un prochain épisode. Et il se met à fréquenter un monde qu'il connaissait pas du tout, donc vachement plus aisé. Il va un peu dans les cafés comme ça up avec des artistes, etc. Il rencontre Picasso, il s'habille à la mode. Mais en fait tout ça va pas durer très longtemps. Parce que j'ai lu qu'ensuite il avait vécu comme un espèce de grand bouleversement un peu personnel, comme un peu une conversion quoi. Et là il bascule dans un truc complètement opposé. Il vit de manière après hyper simple, limite en fait on le prenait presque pour un mendiant. En privé je crois qu'il devient même végétarien, il mange très peu. Enfin il y a tout un truc où il va mener une vie un peu d'ascète quoi. Il refuse les photos, l'argent est pas son moteur, mais en revanche il aime être libre. Donc du coup il est marqué par cette grande indépendance d'esprit. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, sa passion pour le vivant se retrouve jusque dans sa pratique, parce que il fait des modifications permanentes, donc il change ses plans tout le temps, etc. Donc ça c'est pour enfin en fait c'est que ça bouscule aussi un peu les codes, c'est-à-dire que
à ce moment-là, la tradition, c'était un peu, il y avait une famille qui avait son architecte était un petit peu pas contrôlé ou dépendant de la famille, mais en tout cas, ils avaient un rapport de force qui était un petit peu pas forcément à égalité. En tout cas, c'est ce que Gaudi a subi à un moment donné, c'est-à-dire des gens qui voulaient un peu prendre après l'emprise en disant bon bah en fait tu fais ça, puis après tu vas signer. Et lui, mais pas du tout. Ce truc-là ne marche pas. Et je crois qu'il se fritait en fait vraiment énormément avec ses clients. Il était redoutable parce qu'il lâchait rien. Et alors, pour Gaudi, en fait, l'architecte était un petit peu comme un continuateur, en fait. Dans le sens où il y avait cette idée aussi de quelque chose qui allait dépasser la propre vie humaine de l'architecte. Donc, en fait, il y a un peu une contradiction parce qu'on pourrait croire qu'il était vraiment dans l'ego. Notamment, il avait mauvais caractère, etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'était comme il pensait un peu autrement que les gens de l'époque et qui voulait pas du tout renier celui qu'il était. Et ben, voilà, contre vents et marées, il a gardé un petit peu cette audace du quoi qu'il arrive, œuvrer pour être au plus proche du fonctionnement de la nature, parce que vraisemblablement c'était un petit peu que à ça qu'il obéissait finalement. Et c'est ça qui fait que peut-être, il nous disait d'être un peu continuateur, donc d'être dans quelque chose qui était peut-être plus collaboratif, non pas peut-être au sens de il faut pas avoir des idées, des caps et s'y tenir, mais aussi au sens de penser quelque chose qui va être repris par d'autres, amélioré, qui va inspirer et qui va peut-être être même au service d'eux en fait. Je sais pas, moi je l'entends un petit peu comme ça cette phrase. Et d'ailleurs il disait que l'architecte du futur construira en imitant la nature parce que c'est la plus rationnelle, durable et économique des méthodes. Et aujourd'hui en fait on s'en rend compte, hein. On commence le tout début du début à comprendre un petit peu les dynamiques ultra complexes du vivant. Enfin complexes dans le sens pas compliqué, on va jamais rien comprendre, mais d'une complexité savante qui en fait jusqu'à présent nous a complètement dépassé, hein. Toutes les plus grandes découvertes aujourd'hui elles se font justement sur le règne végétal. Et en fait c'est comme si finalement Gaudi avait un peu perçu et compris ça et qui s'était branché un petit peu à cette fréquence là. Toute sa carrière il a reçu mais autant d'admiration que de critiques, hein, vraiment très fortes. Il a eu plein de procès, enfin voilà, c'est un peu ça serait très long de tout détailler ici, mais en tout cas sachez que c'est soit on l'adorait soit on détestait quoi. Il n'y avait pas trop d'entre-deux. Je crois qu'il est mort après, donc on en parlera quand on fera l'épisode sur la Sagrada, mais il est mort assez bêtement en fait en 1926. Je crois qu'il a été renversé par un tramway ou un espèce de train là dans Barcelone. En fait il devait le guide là, qui me racontait ça, il me disait mais en fait d'après ce qu'on a compris, hein, de cet accident, tout laisse à penser qu'il devait être en train de penser à un détail d'un truc pas possible, parce qu'en fait je sais pas si du coup celles et ceux qui voient un petit peu la façade de la Sagrada, le nombre de détails qu'il y a, donc imaginez à l'intérieur, enfin, en fait il y a 1 milliard de trucs, de dessins, c'est démentiel de détails et de voilà, et donc il devait sûrement penser à un petit truc quelque part que personne peut-être même n'allait voir, et voilà, il était complètement dans la lune, complètement perché, et puis en fait il a pas vu le tramway qui arrivait, qui l'a percuté. Et puis comme il était habillé en fait vraiment comme presque un mendiant, etc., bah en fait tous les gens à côté sont pas précipités parce qu'ils savaient pas du tout que c'était lui en fait. Et je crois que c'est quelques heures ou jours, je sais plus, après, où finalement il y a des gens qui à l'hôpital l'ont reconnu, et mais bon après il est malheureusement décédé. Donc voilà, aujourd'hui je trouve que depuis quelques temps, enfin ça fait quelques temps déjà, mais on en entend vachement plus parler, et peut-être que c'est aussi parce que on traverse un peu cette crise dans notre rapport au vivant qu'on comprend mieux son travail. Et c'est vrai, je pense, de plein de personnes un peu qui étaient peut-être mal comprises ou pas tout à fait comprises dans le sens qui était celui de la personne qui le mettait à l'œuvre en fait. Et là je parle de certains artistes. On va peut-être aussi avoir des nouvelles lectures un petit peu de ces gens disparus, parce que voilà, on commence nous aussi à voir un peu les choses avec d'autres lunettes, à percevoir aussi ce qui nous entoure d'une manière un peu plus sensible peut-être. Et donc voilà, donc je crois que finalement c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui je suis complètement fascinée par son travail. Et donc dans les prochains épisodes, je vous donne rendez-vous, on ira découvrir en détail son architecture et notamment la Casa Vicens, qui est vraiment ma préférée à Barcelone. Je vous embrasse.